Il faut absolument que vous écoutiez le discours du nouveau président argentin Javier Milei. Si vous ne le connaissez pas, il a été élu en novembre 2023 avec plus de 55% des voix et donc il est le nouveau président. Si vous ne l'avez jamais vu, c'est un personnage, il est vraiment très médiatique, il est passionné, il est vraiment très exubérant et très émotionnel. Il est connu par exemple pour l'image où il est parmi le peuple dans les rues avec sa tronçonneuse pour symboliser qu'il va couper toutes les dépenses superfétatoires de l'État. Ou alors quand il est, à un moment donné, il est devant les caméras de télévision et puis il y a des petits post-it avec tous les noms des ministères et il les arrache un par un en disant ministère de la femme, afuera, ministère de l'environnement, dehors, ministère de l'éducation qui n'est en fait qu'un ministère de l'endoctrinement, dehors, etc. Il ne veut garder que les ministères des fonctions régaliennes de l'État. Et il finit toujours ses discours par le célèbre « Viva la libertad, carajo !» Il hérite d'une situation économique catastrophique avec plus de 200% d'inflation par an. Et malgré tout, en janvier, alors qu'il a déjà mis en place 300 mesures économiques en quelques jours pour transformer complètement, privatiser l'économie du pays, il a décidé d'aller s'adresser au monde et donc il est parti pour le Forum économique mondial à Davos. Et ce qui est incroyable, c'est que comme les caisses sont vides et qu'il dit à tout le monde qu'il faut se serrer la ceinture, il a tout simplement pris un avion de ligne avec 4 collaborateurs et ils sont partis du bout du monde, du fin fond de l'Argentine jusqu'en Suisse. Ils faisaient des selfies, ils plaisantaient avec les passagers. Ce discours, écoutez-le bien jusqu'au bout parce que d'abord au départ, c'est vraiment un discours très économique parce que lui-même est un économiste et puis plus il avance, plus il est corrosif, plus il s'en prend à la bien-pensance générale et plus il aborde des sujets en fait de société. Sans plus tarder, je vous emmène à Davos où j'étais moi-même en 2014 avec mon mari, donc je connais Davos. Et voilà, et pour l'occasion, j'ai mis mon pull de sport d'hiver et surtout, je vous ai personnellement traduit et condensé ce discours historique et inoubliable. C'est parti. Je suis ici aujourd'hui pour vous dire que l'Occident est en danger. Il est en danger parce que ceux qui sont censés défendre les valeurs de l'Occident ont une vision du monde qui conduit inexorablement au socialisme et par conséquent à la pauvreté. Lamentablement, au cours des dernières décennies, les principaux dirigeants du monde occidental, motivés pour certains par des désirs bien-pensants de vouloir aider leurs prochains, mais pour d'autres par le fait d'appartenir à une caste privilégiée, ont abandonné le modèle de la liberté en faveur de diverses versions de ce que nous appelons le collectivisme. Nous sommes ici pour vous dire que les expérimentations collectivistes ne sont jamais la solution aux problèmes qui affligent les citoyens du monde, mais qu'au contraire, elles en sont la cause. Croyez-moi, personne n'est mieux placé que nous les Argentins pour en témoigner. Quand nous avons adopté le modèle de la liberté aux alentours de 1860, nous sommes devenus en 35 ans la première puissance mondiale, alors que lorsque nous avons embrassé le collectivisme depuis une centaine d'années, nous avons vu nos concitoyens commencer à s'appauvrir systématiquement jusqu'à ce que notre pays tombe au 140e rang mondial. Si l'on étudie l'histoire du progrès économique, on peut voir comment, de l'an 0 à l'an 1800 environ, le PIB mondial par habitant s'est maintenu à un niveau stagnant et comment il explose exponentiellement à partir du 19e siècle. Non seulement le capitalisme a généré une explosion de richesse dès qu'il a été adopté comme système économique, mais si on analyse les données, on observe que le taux de croissance s'accélère. Quand on étudie le PIB par habitant depuis l'an 1800 jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'après la révolution industrielle, le PIB mondial par habitant s'est multiplié plus de 15 fois, générant une explosion de richesse qui a sorti de la pauvreté 90% de la population mondiale. Nous ne devons jamais oublier qu'autour de l'année 1800, près de 95% de la population mondiale vivait dans la pauvreté la plus extrême et que ce chiffre est tombé à 5% par an en 2020 avant la pandémie du Covid. La conclusion est
évidente. Loin d'être la cause de nos problèmes, le capitalisme de libre entreprise comme système économique est le seul outil dont nous disposons pour en finir avec la faim, la pauvreté et l'indigence sur toute la surface de la planète. L'évidence empirique est incontestable. Du coup, comme il est indubitable que le capitalisme de libre marché est supérieur en termes de productivité, la doctrine de gauche a attaqué le capitalisme pour des questions de morale, l'accusant d'être, selon ses détracteurs, injuste. Ils disent que le capitalisme est mauvais parce qu'il est individualiste et que le collectivisme est bon parce qu'il est altruiste. Baliverne. Par conséquent, il lutte pour la justice sociale. Le problème de la justice sociale, c'est qu'elle n'est pas juste et qu'elle n'apporte pas non plus le bien-être général. Au contraire, c'est une idée intrinsèquement injuste parce qu'elle est violente. Elle est injuste parce que l'État se finance par des impôts et que les impôts se récoltent de manière coercitive. En effet, rares sont ceux parmi nous qui payent leurs impôts spontanément, ce qui signifie que l'État se finance par la coercition. Et d'ailleurs, plus la charge fiscale est importante, plus la coercition est grande et moindre est la liberté. Ceux qui promeuvent la justice sociale partent de l'idée que l'ensemble de l'économie est un gâteau qui peut se partager en parts distinctes. Mais ce gâteau n'est pas donné, c'est une richesse qui se génère. Si le bien ou le service offert par une entreprise n'est pas désiré par les consommateurs, cette entreprise va faire faillite car elle ne sera pas en adéquation avec les exigences du marché. Mais si elle génère un produit de bonne qualité à un prix attractif, tout se passera bien et l'entreprise continuera à produire davantage. Le marché est donc un processus de découverte au cours duquel le capitaliste s'ajuste au cours du marché. Si l'État punit le capitaliste parce qu'il réussit et qu'il le bloque dans ce processus de découverte, il détruit ses motivations, ce qui a pour conséquence qu'il va produire moins et que le gâteau sera plus petit au préjudice de l'ensemble de la société. Le collectivisme, en inhibant ce processus de découverte et en rendant difficile l'appropriation de cette découverte, met des bâtons dans les roues de l'entrepreneur et l'empêche de produire de meilleurs biens et de meilleurs services à un meilleur prix. Grâce au capitalisme de libre entreprise, le monde se trouve à son meilleur niveau économique. Il n'y a jamais eu dans toute l'histoire de l'humanité une période plus prospère que celle que nous vivons aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui est plus libre, plus riche, plus pacifique et plus prospère qu'à n'importe quel autre moment de notre histoire. C'est certain pour tous les pays, mais c'est particulièrement vrai pour ceux qui respectent la liberté économique et le droit à la propriété des individus. En d'autres termes, le capitaliste, l'entrepreneur à succès, est un bienfaiteur social qui, loin de s'approprier la richesse des autres, contribue au bien-être général. En définitive, un entrepreneur à succès est un héros. Ça, c'est le modèle que nous proposons pour l'Argentine du futur, un modèle fondé sur les principes fondamentaux du libertarisme, à savoir la défense de la vie, de la liberté et de la propriété. Parce qu'on ne doit jamais oublier que le socialisme est toujours et en tout lieu un phénomène appauvrissant qui a échoué dans tous les pays où il a été essayé. Il a toujours été un échec économique, un échec social, un échec culturel et en plus, il a assassiné plus de 100 millions d'êtres humains. Le marché n'est pas une simple courbe graphique d'offres et de demandes. Le marché est un mécanisme de coopération sociale où on échange volontairement des droits de propriété. Pour cette raison, étant donné cette définition, parler de défaillance du marché est un oxymore. Il n'existe pas de défaillance des marchés. Si les transactions sont volontaires, le seul contexte dans lequel il puisse y avoir une défaillance du marché est s'il y a coercition. Et le seul qui ait la capacité d'exercer cette coercition de manière généralisée, c'est l'État qui possède le monopole de la violence. La solution que proposent les collectivistes n'est pas davantage de liberté, mais plus de régulation générant une spirale infernale de régulation jusqu'à ce qu'on soit tous plus pauvres et que notre vie à tous dépende d'un bureaucrate assis dans un bureau de luxe. Étant donné l'échec cuisant des modèles collectivistes et les indéniables avancées du monde libre, les socialistes se sont vus obligés de changer leur programme politique. Ils ont abandonné le concept de lutte des classes passé dans le système économique pour le remplacer par d'autres conflits sociaux tout aussi nocifs pour la vie en communauté et pour la croissance économique.
La première de ces nouvelles batailles est la querelle ridicule et antinaturelle entre l'homme et la femme. Le libertarisme a déjà établi l'égalité entre les sexes. La pierre fondatrice de notre credo dit que tous les hommes sont créés égaux, que nous avons tous les mêmes droits inaliénables donnés par le Créateur, où l'on trouve la vie, la liberté et la propriété. La seule chose que je devine de ce programme politique du féminisme radical, c'est l'intervention majeure de l'État pour entraver le processus économique et donner du travail à des bureaucrates qui n'ont rien apporté à la société, que ce soit sous forme de ministère de la femme ou d'organismes internationaux consacrés à promouvoir ce programme politique. Un autre conflit sous l'impulsion des socialistes est celui de l'homme contre la nature. Ils soutiennent que nous, les êtres humains, nous abîmons la planète et qu'elle doit être protégée à tout prix, y compris par des mécanismes de contrôle de la population ou par le programme politique sanglant de l'avortement. Les néo-marxistes ont su diffuser ce sentiment commun en Occident. Ils y sont arrivés en s'appropriant les moyens de communication, la culture, les universités et oui, également les organismes internationaux. Ce dernier cas est peut-être le plus grave, car il s'agit d'institutions qui ont une énorme influence sur les décisions politiques et économiques des pays qui intègrent ces organismes multilatéraux. Par chance, nous sommes de plus en plus nombreux à oser élever notre voix parce qu'on voit que si on ne combat pas ces idées de manière frontale, l'unique destin possible est d'avoir de plus en plus d'États, de plus en plus de régulation, de socialisme, de pauvreté, moins de liberté et par conséquent un niveau de vie pire. L'Occident, lamentablement, a commencé à emprunter ce chemin. Je sais que nombreux sont ceux qui penseront qu'il est ridicule de dire que l'Occident s'est converti au socialisme. Mais la seule chose qui soit ridicule, c'est de se limiter à la définition économique traditionnelle du socialisme qui établit que c'est un système économique où l'État est le maître des moyens de production. À mon avis, cette définition devrait être réactualisée aux circonstances actuelles. Aujourd'hui, les États n'ont pas besoin de contrôler directement les moyens de production pour contrôler chaque aspect de la vie des individus. Avec des outils comme l'émission monétaire, l'endettement, les subventions, le contrôle des taux d'intérêt, le contrôle des prix et les régulations pour corriger les supposées défaillances du marché, ils peuvent contrôler le destin de millions d'êtres humains. Nous en sommes arrivés à un point où, sous des formes différentes, bon nombre des offres politiques généralement acceptées par la majorité des pays d'Occident sont des variantes collectivistes, qu'elles se définissent ouvertement comme telles ou non. Communistes, fascistes, nazis, socialistes, sociodémocrates, national-socialistes, démocrates chrétiens, keynésiens, néo-keynésiens, progressistes, populistes, nationalistes ou mondialistes. Au fond, il n'y a pas de différence majeure. Toutes soutiennent que l'État doit diriger tous les aspects de la vie des individus. Toutes définissent un modèle contraire à celui qui a amené l'humanité au progrès le plus spectaculaire de son histoire. Le cas argentin est la démonstration empirique de ce que peu importe votre niveau de richesse et de richesse naturelle, peu importe les capacités de votre population et son niveau d'éducation, peu importe le nombre de lingots d'or qui se trouvent dans les coffres de votre banque centrale, si vous adoptez les mesures qui entravent la libre fonctionnement des marchés, la libre concurrence et les systèmes de prix libres, si vous entravez le commerce, si vous portez atteinte à la propriété privée, l'unique destin possible pour vous est la pauvreté. Pour cette raison et pour terminer, je veux apporter un message à tous les entrepreneurs ici présents et à tous ceux qui nous suivent des quatre coins du monde. Ne vous laissez pas intimider ni par la caste politique, ni par les parasites qui vivent de l'État. Ne vous livrez pas à une classe politique qui ne souhaite qu'une chose, se maintenir au pouvoir et maintenir ses privilèges. C'est vous qui êtes les bienfaiteurs sociaux, vous qui êtes des héros, vous qui êtes les créateurs de la période de prospérité la plus extraordinaire que nous ayons jamais vécue. Que personne ne vous dise que votre ambition est immorale. Si vous gagnez de l'argent, c'est parce que vous offrez un meilleur produit à un meilleur prix, contribuant de cette manière au bien-être général. Ne cédez pas aux avances de l'État. L'État n'est pas la solution. L'État est le problème. Vous êtes les véritables protagonistes de l'histoire et sachez qu'à partir d'aujourd'hui, vous pouvez compter sur l'Argentine comme un allié inconditionnel.
Merci infiniment et viva la libertad, carajo! Voilà, j'espère que ce discours vous aura plu et que vous êtes tout aussi enthousiaste que moi. Si vous voulez découvrir un autre chef d'État tout aussi exceptionnel, avec une cote de popularité de plus de 90% et sans doute le président le plus admiré à l'heure actuelle dans le monde, je vous invite à cliquer sur ce lien. Alors surtout, laissez-moi vos réactions en commentaire, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, à la liker et à vous abonner.